j'appelle donc Jack Kirby parce que je l'appelais comme ça quand j'étais gamin. Ah, mais vous me faites souvenir que j'ai écrit un livre sur la question et j'en ai apporté une boîte. Or, il n'est plus dans les librairies car les libraires jettent tout au bout de 2 mois. Mais donc j'en ai une boîte et je me ferai un plaisir de vous vendre mon bouquin sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les structures mythiques chez Jack Kirby, à la fin de ma causerie, et à un prix défiant toute concurrence, puisque le prix public TTC est de 21 € et que je vous fais moi un prix spécial festival de 20 €. Profitez-en, ce sont les derniers exemplaires, et je pourrais même vous faire une dédicace. 20 €, c'est un chiffre bien rond, c'est un billet de 20 €. Donc, vous viendrez à moi vers la fin de notre causerie. Attendez, je sais pas le bon, ça c'est l'autre conférence, ça c'est Calvin et Hobbes. Si vous ne vous intéressez pas du tout aux super-héros, mais si vous vous intéressez aux comic strip, c'est-à-dire à Calvin et Hobbes, revenez demain car je fais une conférence sur Calvin et Hobbes demain. Qui a ici ce truc-là, voilà. Que dire? Tout le monde connaît Jack Kirby comme l'inventeur graphique des super-héros de la Marvel au cours des années 1960. On l'associe donc non seulement à des personnages costumés se bagarrant soit dans un environnement urbain, soit dans un environnement cosmique, mais on l'associe particulièrement à une imagerie, disons, de science-fiction, et même de science-fiction apocalyptique, planètes en fusion, robots géants, batailles cosmiques titanesques, et le fameux bouillonnement d'énergie, avec des grosses cotomes noires, que les anglophones appellent le Kirby Crackle, le crépitement de Kirby. Comme il faut dans une conférence trouver un angle, un fil qu'on puisse tirer, j'ai décidé de partir exactement dans la direction opposée. Science-fiction, ça ne m'intéresse plus. La seule chose qui m'intéresse encore un peu, c'est le fantastique, et en particulier le fantastique démoniaque. Et je vais donc essayer, avec vous, de lire l'œuvre de Kirby comme inspirée du fantastique démoniaque. Et vous allez voir qu'en tirant ce fil-là, on va retrouver la fameuse structure mythique, dont je ne sais pas encore ce que c'est, mais qu'on va essayer de trouver ensemble. Alors, commençons par le commencement, et donc le commencement pour moi, en tout cas, pour vous, je ne sais pas, c'est ça, c'est les 4 fantastiques, que j'ai donc découvert moi dans la revue française qui s'appelait Fantasque. Je ne sais pas où j'ai grand-chose sur ce truc. Voilà. Et donc, dénoncé par la censure dès sa parution, et des censures qui dénoncent précisément l'aspect fantastique, un monstre abominable, couleurs criardes, actions trop violentes, etc. Nous lisons ça comme des super-héros, puisqu'ils nous sont familiers depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Mais si on regarde bien, ce qui se passe effectivement, c'est qu'une monstrueuse gargouille jaillit du sol, et donc on est bien dans un motif qui est proprement fantastique, même si dans la fiction, il est rationalisé plutôt dans un univers de science-fiction, celui, vous le connaissez, de l'homme taupe. Et ce genre de monstre, précisément le genre de monstre que Kirby dessinait, avant de commencer ses histoires de super-héros, dans les récits courts qu'il faisait pour Strange et les autres revues de son éditeur Marvel. Observez la case de titre, Fantastic Four. Là, on est dans une iconographie qui est à la fois celle du film d'épouvante, du film à grand spectacle, du film à invasion extraterrestre, à savoir la foule apeurée qui désigne le danger qui la menace. Ici, le danger, c'est la bulle dans laquelle s'inscrit le nom des 4 fantastiques, qui figure dans la fiction, puisque Mr. Fantastic a projeté cette bulle pour appeler son équipe à la rescousse. Donc on est simplement dans l'univers de la panique. Or, la panique, elle est mixte. Vous pouvez paniquer parce que vous êtes face à une invasion extraterrestre, ou vous pouvez paniquer parce que vous êtes face à un monstre abominable, donc dans le domaine du démoniaque. Et vous constatez que la manifestation du pouvoir de chacun des 4 fantastiques se fait effectivement sur le mode inquiétant. La femme invisible se rend invisible, évidemment sa copine se demande mais qu'est-ce qui se passe, où est-elle passée, tout ça est fort inquiétant. Le chauffeur de taxi a l'impression de devenir fou puisque le billet lui est tendu par une personne invisible. Et donc dans un motif qui est bien celui du fantastique, comme dans le film de James Whale, l'homme invisible.
Encore plus flagrant, Ben Grimm dit la chose, se manifeste comme un monstre tellement laid et répugnant que le type qui essaie de lui vendre un imperméable s'évanouit quand il le voit au naturel. Réaction classique, hein, le monstre se promène en ville et naturellement toutes les polices commencent à le pourchasser. Il n'a la paix que quand il va dans les égouts. Quant à Johnny Storm, comme vous le savez, il s'enflamme, hein, et donc là, ça donne une créature purement démoniaque. Hein, You're turning into a gas human torch. Il s'agit d'une transformation maléfique, c'est pas encore lu comme un motif super-héroïque, d'ailleurs c'est pas encore dessiné comme un motif super-héroïque, ce que vous voyez c'est une espèce de torche humaine au sens littéral, c'est-à-dire de personnages qui s'enflamment et qui brûlent. Alors que la torche humaine version définitive, c'est juste un homme qui est dessiné en silhouette avec des petits traits pour dire qu'il est incandescent. Et le dernier est le plus monstrueux de tous, puisque lui, donc c'est Mr. Fantastic, il relève de l'amorphie, c'est-à-dire de l'absence totale de forme. Et quel est le monstre le plus monstrueux? Je renvoie au ouvrage de Gilbert Lascaux sur les monstres déjà anciens. Le monstre le plus monstrueux de tous, c'est le monstre qui n'a pas de forme du tout, qui est mou, si vous voulez, qui est Mr. Fantastic. Et donc on voit bien qu'on a affaire à une équipe de 4 monstres. Voilà qui sont les 4 fantastiques. Après, il y a une sombre histoire d'expédition spatiale ratée, de rayons cosmiques. Bon, moi ça ne m'intéresse pas du tout, parce que c'est de la science-fiction, et moi je n'aime que le fantastique. Donc je dirais qu'il y a un prétexte pseudo-scientifique pour dire que ces gens se sont changés, mais quand ils reviennent sur Terre, ils se sont bel et bien changés en monstres. Donc la femme devient invisible de façon sporadique, il a d'ailleurs peur de ne jamais redevenir visible. Le type se change en monstre, et en bon monstre, il est dangereux. Son physique suffit à le rendre menaçant. Et Mr. Fantastic, Reed Richards, qui est menacé par Ben Grimm, devient encore plus monstrueux, puisqu'il devient mou, et il ne sait pas lui-même ce qu'il fait quand il enserre et quand il immobilise Ben Grimm. Il faut se demander qu'est-ce qui nous arrive à tous. Donc il ne contrôle plus son propre corps, du fait précisément que ce corps est devenu monstrueux. Et quant à Johnny Storm, il s'enflamme de désespoir en quelque sorte, de dépit. Il devient monstrueux de dépit. Et donc le fameux serment que jurent les 4 fantastiques à la fin, c'est pas vraiment le fait que comme ils ont des super pouvoirs, ils doivent les mettre au service de l'humanité. Ça serait plutôt un peu la doctrine Superman, si vous voulez, dans les comics de la DC. Le serment est plutôt, comme ils sont des personnages monstrueux, il faut qu'ils tournent cette monstruosité, qu'ils en fassent quelque chose de positif. C'est un peu ça. Donc c'est le quatuor de monstres qui décide d'être le moins monstrueux possible en mettant leur monstruosité au service du bien. Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire les 4 fantastiques. Vous allez me dire que rien ne m'autorise à lire l'histoire de cette façon-là. Bon, il faut dire que sur le plan graphique, quand un auteur crée un personnage, au début le personnage n'est pas au point. Il s'affine qu'au fur et à mesure des épisodes. Et donc le fait est que graphiquement, dans le numéro initial des aventures d'un héros quelconque, juste Astérix le Gaulois, initialement ce héros est quelque peu monstrueux. Parce qu'il n'est pas encore au point graphiquement, le dessinateur ne l'a pas encore dans les doigts, pour ainsi dire. Donc c'est déjà une bonne raison pour qu'ils aient la tête qu'ils ont. Mais il y a une bien meilleure raison qui est que le fantastique de type monstrueux ou de type démoniaque chez Jack Kirby, c'est une chose qui a accompagné sa carrière. Mettons-nous dans les comics du début des années 1950 qui s'appelle Black Magic, et ces monstruosités sur monstruosités, on va juste regarder les couvertures de Jack Kirby, en fait on va en regarder 2, et vous allez voir que le motif de l'équipe y est. Par exemple dans celle-là, il y a un type qui est un guérisseur, faith healer, guérisseur par la suggestion. Et là, il dit, puisque cette dame est paralytique, il dit si nous unissons tous nos forces mentales, on arrivera à la faire marcher. Ça marche littéralement, c'est-à-dire elle marche. Donc là, il y a l'idée que si on unit nos pouvoirs, on arrivera à quelque chose. Et c'est ce que font les super-héros, les équipes de super-héros, les 4 fantastiques, ce qu'ils font pour gagner vous souvenez tous des histoires, enfin, en particulier des premières, le récit est invariable. Apparaît un super traître, il combat
successivement chacun des quatre fantastiques, et chacun des quatre fantastiques est défait. Dans un deuxième temps, l'équipe de super-héros fait bloc, attaque en même temps, et à ce moment-là, c'est le méchant qui est défait. Donc le principe, c'est l'union fait la force. C'est un peu ça la règle, et c'est bien ce qui s'exprime ici dans le recueil la mise en commun des pouvoirs mentaux. Encore plus étonnant, cette histoire dans Black Magic, pareil, donc ça en est en mai-juin 54. Je vous montre juste la couverture. Une innocente jeune femme est tombée amoureuse du monsieur qui la tient sur l'image, c'est son beau fiancé, et naturellement il la présente à la belle famille. Et elle comprend assez rapidement que ce sont des monstres, mais elle ne comprend pas comment ils sont monstrueux. Elle comprend la vérité que quand elle est introduite auprès de l'oncle Hugo, qui est un cerveau géant. Et en fait, ils sont un seul corps, mais séparés. La tête, le cerveau de ce corps, c'est l'oncle Hugo, qui est donc juste une grande tête avec des membres atrophiés. Il y a un type qu'on ne voit pas là sur l'image qui est doué pour les choses manuelles, donc qui constitue les mains de ce corps unique. La dame qui tient un plateau repas, elle fait évidemment l'estomac, c'est la cuisinière qui fait l'estomac de ce corps unique. Le petit nabot que vous voyez là entend et voit bien, y compris dans l'obscurité, donc il constitue les sens de ce corps unique. Et le plus inquiétant de tous, évidemment, le beau fiancé, lui, constitue le visage de ce corps unique. Donc on a là un être collectif, totalement monstrueux, et vous voyez bien que c'est le prototype d'une équipe de super-héros. Les équipes de super-héros sont censées être complémentaires. Par exemple, dans les 4 Fantastiques, la tête, c'est Reed Richards, évidemment, Mr. Fantastique. Et les pouvoirs sont censés aussi, de façon plus ou moins compréhensible, s'additionner, raison pour laquelle, quand ils sont unis, ils arrivent à vaincre leurs adversaires. Donc, la définition même de l'équipe du super-héros procède de motifs dramatiques qui sont déjà mis en œuvre dans les histoires fantastiques. Simplement, dans les histoires fantastiques, le récit est proposé dans son horreur, dans son caractère anomalique, alors que dans les récits de super-héros, le récit est non pas rationalisé, mais apaisé. On est dans une ambiance qui est plus celle du merveilleux, puisqu'on pose une fois pour toutes que, bah oui, c'est comme ça que ça se passe dans l'univers des super-héros. Ce qui permet après, évidemment, de poursuivre l'exercice, de continuer le jeu à l'infini. Donc, j'espère vous avoir, sinon convaincu, du moins donné l'idée que les super-héros sont bien les héritiers des comics d'horreur, y compris dans la structure même des personnages. J'en viens maintenant à la question du personnage que vous voyez là. J'en viens à Thor. Pourquoi j'en viens à Thor? Alors là, je suis obligé de vous l'imposer, je ne vais pas justifier mon choix a priori. C'est-à-dire que, voyant l'œuvre de Kirby des années 60, donc il a tout dessiné, puisqu'il a créé graphiquement la plupart des personnages, on en verra certains au fur et à mesure, mais là où il exprime le mieux son univers, le fameux univers mythique, dont je n'ai encore absolument rien dit, là où il exprime le mieux son univers, c'est indiscutablement dans Thor, donc dans la revue Journey into Mystery, qui passe les aventures de Thor en première partie. Et donc, je me suis penché sur ce corpus-là, sur les histoires de Thor, Journey into Mystery numéro 83 jusqu'au numéro 150, je ne sais plus combien, et j'ai essayé de comprendre comment Kirby développait son univers dans cette revue-là, et pourquoi c'est ce personnage-là qui se prêtait le mieux au développement de cet univers. Alors, ce n'est pas de l'univers que je vous parle, et c'est du motif de l'angoisse, de l'étrangeté, du maléfique, de la sorcellerie, tout ce que j'ai annoncé avant. Commençons par le personnage lui-même, tel que vous voyez sur cette couverture. On va peut-être lire un peu l'histoire, parce que c'est encore ma chance, ça commence aussi comme de la science-fiction. Le type se promène, vous le voyez au bas de l'écran, là, il se promène quelque part dans un fjord, c'est un chirurgien américain, il est boiteux, donc c'est le personnage qui a un handicap, se pose une invasion extraterrestre comme d'habitude, ces hommes de pierre qui ressemblent à Ben Grimm, la chose,
notre héros se cache dans une caverne, il tombe sur un marteau, et quand il prend le marteau, il explose. Bon, voilà déjà un élément de l'univers mythique de Jack Kirby. Les gens explosent et se transforment en autre chose. Et sur le marteau, il y a écrit Whosoever holds this hammer. Donc celui qui tient ce marteau, s'il en est digne, il possédera les pouvoirs de Thor. Donc il se fait changer en dieu. Il va changer en dieu nordique. Non, non. Il a acquis, au moyen de l'explosion transformatrice, il a acquis les pouvoirs de Thor. Et donc il défait l'invasion extraterrestre, et puis il retape sur le marteau, il redevient lui-même, il est très content, le lecteur est content aussi, parce que là, on n'est pas dans une histoire unique, hein. On va continuer évidemment les aventures du monsieur, puisqu'il va évidemment rentrer aux États-Unis avec son marteau, et il tapera sur le marteau aussi souvent que nécessaire pour se changer en Thor. Sauf que 2 numéros après, on nous dit que non, non, c'est bien Thor lui-même, il s'était caché là. Donc, dans Journey to Mystery 85, on nous dit non, non, c'est bien le personnage de Thor sous une identité humaine, sans que ce soit justifié. On ne sait pas pourquoi il a 2 identités, peut-être parce que Superman a une identité civile, Clark Kent quand il n'est pas Superman. Alors, de quoi s'agit-il? De possession, de réincarnation? On ne sait pas. Là, je vais vous donner un élément très typique justement de l'univers mythique de Kirby. Ce que vous voyez là, c'est-à-dire l'explosion, c'est un motif graphique qui, pour Kirby, est mixte. Ça peut vouloir dire 2 choses, en fait. Ça peut vouloir dire je me transforme, et après tout, si vous vous transformez, on ne veut pas tellement savoir si vous êtes la réincarnation de quelqu'un, ou si vous êtes possédé par lui, ou je ne sais pas quoi d'autre. Hein. Je me transforme, ça veut juste dire qu'il y a une substitution entre le personnage en civil et le héros. L'explication de cette substitution, moi, mon avis personnel, c'est que l'explication était déléguée à Stan Lee, qui est l'auteur des textes, sachant que Kirby faisait son histoire en la dessinant. Il devait plus ou moins gribouiller au sommet des cases, là il faudrait qu'il raconte ceci, cela, et puis Stan Lee écrivait quelque chose. Mais je ne suis pas sûr que l'explication de Stan Lee colle avec le dessin de Jack Kirby. Et de toute façon, le motif de l'explosion a une autre signification, qui est le transfert. Je me transfère d'un endroit à l'autre. Alors pour Thor, c'est un peu ambigu, parce que quand il se transfère vers le monde d'Asgard, il y a un tourbillon en général. C'est pas exactement une explosion, c'est un tourbillon. Mais si vous regardez les autres comics, ce motif de l'explosion, ça veut dire aussi je me transfère, par exemple, entre l'univers des Skrulls dans les Fantastic Four et notre univers. Donc comme le motif est mixte, dans les 2 cas, il désigne l'idée d'une substitution, que ce soit une substitution de lieu, je me transfère, une substitution de personne, je me transforme. Vous voyez l'idée. Et du moment que la chose est justifiée sur le plan graphique, Jack Kirby n'a pas besoin de la justifier autrement. Donc, savoir si Thor est possédé, réincarné, donc amnésique, puisque dans ce cas, le docteur Donald Blake ne saurait plus qu'il est Thor, il serait amnésique. Ou bien si, comme dans le premier récit, il est simplement investi des pouvoirs de Thor, je crois que ce genre d'explication n'a pas de sens pour le dessinateur lui-même. Et donc la logique est purement graphique.